Bon, ben écoute, on entame cette session du plateau télé de l'AFC qui est consacrée aux infections de sites opératoires. C'est une question qui est importante, qui est peu abordée dans les congrès de chirurgie, qui va faire l'objet d'un rapport en 2020 pour lequel l'AFC sera sollicité. Je remercie les participants de cette table ronde, le docteur Tatevin qui est bactériologiste, infectiologue, pardonnez-moi, Martine Opé qui est président de... Pardon, et Martine Opé qui est, on connaît, présidente du groupe Isoraisin, et Patrice Baillet que vous connaissez. Alors, infection site opératoire, on a des idées, les ISO, on a des idées un peu floues sur la question. Moi, je voudrais demander en préambule à la table ronde, qu'est-ce que c'est les ISO? Qu'est-ce que ça représente? Quelle est l'incidence, la prévalence, le coût en santé que ça représente? Est-ce que c'est quelque chose qui est grave ou au contraire qui est anecdotique? Alors, les micros sont allumés, voilà. Alors en fait, les infections du site opératoire, on dispose de deux types d'enquêtes pour évaluer leur fréquence. Tout d'abord, il y a les grandes enquêtes nationales de prévalence qui ont lieu tous les 5 ans. Et la dernière a eu lieu en 2017. Et il ressortait de cette enquête nationale de prévalence 2017 que les infections du site opératoire arrivaient en deuxième position, représentant 16% des infections, donc un jour donné, sur l'ensemble des établissements sanitaires français. Donc ça souligne quand même bien l'importance des infections du site opératoire parmi les infections nosocomiales. Et puis, il y a d'autres types d'enquêtes. Ce sont les enquêtes d'incidence. Les enquêtes d'incidence permettent de suivre les patients opérés sur une période donnée et d'évaluer donc la densité ou le taux d'incidence des ISO en fonction de facteurs de risque du patient, des facteurs liés à l'intervention, à l'utilisation de la célioscopie par exemple, le fait que l'intervention soit faite en urgence ou en ambulatoire. Donc ce type d'enquête d'incidence est réalisé par le réseau Isoraisin, un réseau national de surveillance des infections du site opératoire, qui rend chaque année donc un rapport national. Donc nous avons traité les données 2017 et en gros, nous traitons chaque année pour la chirurgie digestive, nous traitons chaque année 30 000 données patients, à peu près 29-30 000, ça dépend des années. La chirurgie digestive donc, est d'une des 11 spécialités surveillées dans la surveillance Isoraisin et elle comprend 4 interventions dites prioritaires: les cures de hernie, les cholécystectomies, les appendicectomies et la chirurgie colorectale. Alors en termes d'incidence, c'est assez simple à résumer. Au niveau donc national, pour les établissements qui participent, les taux d'incidence des ISO sur cure de hernie et sur cholécystectomie tournent autour de 1%. Les taux d'incidence sur les appendicectomies sont à 2% et pour la chirurgie colorectale, on est à 6-7%. Pour comparer, on a les données européennes de l'ECDC. La France est un des 4 pays qui fournit des données à l'Europe et on est dans la fourchette basse des taux d'incidence européens, puisque par exemple pour les cholécystectomies au niveau européen, on est à 2% et à 1,8% pour les cholécystectomies sous laparoscopie. Donc on est dans la fourchette basse des résultats européens. Et là, on est en augmentation ou en diminution? Alors, donc on peut étudier, puisqu'on fait cette surveillance tous les ans, on peut étudier les variations sur 5 ans des taux d'incidence des ISO. Et c'est pour les cures de hernie que dans les 5 dernières années, le taux d'incidence augmente chaque année de façon significative, à la fois en taux global et en taux pour les patients qui sont en IS 0, c'est-à-dire les patients qui sont censés avoir le moins de facteurs de risque. Donc ça augmente régulièrement de façon significative
et y compris donc sous célioscopie. Et c'était en 2 mots. Vous pouvez nous donner 2 mots, 2 chiffres. Premièrement, un indice de gravité. Est-ce que c'est grave une ISO? Est-ce qu'on peut en mourir? Deuxièmement, ce qui est la gravité maximale. Deuxièmement, quel est le coût? Qu'est-ce que ça représente pour la collectivité comme charge financière pour la prise en charge de nos ISO à nous, de chirurgie digestive? Bon, alors le taux de mortalité, là, je ne vais pas vous répondre. On a effectivement des données qui sont, en gros, est-ce que le patient est décédé avant sa sortie? Le problème, c'est qu'on ne peut pas faire le lien avec l'ISO. Il y a d'autres facteurs qui interviennent. Par contre, ce qui est intéressant peut-être en termes de coûts, c'est l'étude la plus récente dont on dispose, c'est l'étude de Lemarsal qui a été faite en 2013. Il a construit, avec son équipe, il a construit un modèle où on évalue le coût des ISO à partir des bases PMSI et également on évalue les coûts à partir de l'échelle nationale des coûts. Et en fait, sur une hypothèse qu'en mettant en place des mesures de prévention des ISO, on pouvait pour le moins faire diminuer les taux d'ISO de 8%, en fait, on dégagerait des économies très importantes puisque le surcoût estimé lié aux ISO représente 20 000 journées d'hospitalisation et environ 4,6 millions d'euros. Voilà, ça c'est important. Est-ce que ce chiffre vous fait réagir, suggère des questions? Non, pas encore, mais c'est quand même important. Est-ce que vous avez des recommandations à faire aux chirurgiens qui sont là sur la façon de s'y prendre pour mesurer son taux d'ISO? Comment faire pour évaluer l'épidémiologie de ces problèmes-là? Alors, merci. Donc en fait, comme on l'a vu, la surveillance des ISO, c'est une priorité nationale et grâce à ces enquêtes ISO, grâce au groupe RAISIN, le réseau surveillance et d'alerte des investigations au niveau de ces infections de sites opératoires, ça nous permet en fait de surveiller l'évolution des incidences au niveau national et de permettre de voir au niveau des facteurs de risque, quels sont les facteurs de risque qu'on peut mettre en évidence sur ces ISO, à la fois les facteurs de risque individuels, les facteurs de risque chirurgicaux, mais aussi des notions comme tout ce qui est préparation cutanée, antibioprophylaxie. Alors c'est vrai que ces enquêtes vont être amenées à évoluer et puis il y a certains établissements français qui ne participent pas à ce système ISO RAISIN. Mais le plus important, et je crois que c'est le message qu'on veut faire passer aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'il y ait une collaboration étroite au niveau local entre les services chirurgicaux et le service d'hygiène pour mener à bien ces enquêtes ISO, puisque ça va permettre de diminuer le nombre d'infections de sites opératoires, de diminuer le nombre de prescriptions inutiles d'antibiotiques, diminuer les antibiorésistances, améliorer la durée de moyenne de séjour et puis diminuer l'impact économique. Et il y a une étude, alors moi je suis chef de clinique en chirurgie digestive à Limoges, et il y a une étude d'un de nos services d'hygiène par le professeur Mounier en 2009 qui a montré sur ces enquêtes internes à Limoges de ces infections de sites opératoires entre 2002 et 2009 que, eh bien, il y avait une majoration de l'investissement des chirurgiens de 86%, on était passé à 98%, et à la même période, eh bien, entre ces deux dates, le nombre d'ISO a diminué de 50%. Ce qui montre bien en fait que cette surveillance est importante. Alors c'est pas une surveillance type sanction au niveau du chirurgien, c'est pas une sorte de flicage où on vérifie entre guillemets l'acte chirurgical. On est là pour modifier nos comportements et améliorer la prise en charge du malade. Voilà un petit peu. Merci beaucoup. Donc, pardon. Merci. J'aimerais savoir par rapport à la prévention de ces ISO par rapport aux pathologies qui sont prises en charge en ambulatoire, par exemple les hernies. Qu'est-ce que vous en faites? Parce que vous savez que ces pathologies quand même sont énormes. Et qu'est-ce qu'on fait pour la prévention des pansements à l'extérieur avec les infirmiers? Merci. Vous anticipez un peu les questions qu'on allait poser, mais c'est très bien. Juste pour en terminer,
à l'intervention de Niki Christou. Est-ce qu'il est normal qu'un chirurgien actuellement ignore son taux d'ISO? Je pense qu'il est important que le chirurgien, en tout cas le service de chirurgie dans lequel il est, connaisse son taux d'ISO et puis après, a fortiori, que le chirurgien connaisse également son taux d'ISO propre pour améliorer la prise en charge des malades. Alors maintenant, effectivement, on poursuit par la question de la prévention qui est fondamentale. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les méthodes préventives et leur efficacité pour éviter ces problèmes? Alors, de toute façon, quelles que soient les modalités de prise en charge du patient, que ce soit en ambulatoire ou en hospitalisation traditionnelle, les mesures de prévention vont rester les mêmes. C'est-à-dire qu'on va avoir des mesures à mettre en place au niveau du patient avec la préparation préopératoire, l'antibioprophylaxie, ça on va en parler après, tout ce qui est respect des règles d'asepsie au moment du geste opératoire, et ça c'est important. Il y a un point dont on ne parle peut-être pas assez souvent, c'est la qualité de l'hémostase aussi. On a montré depuis très longtemps que c'est un facteur de survenue d'infection du site opératoire. Et puis la prise en charge post-hospitalisation. Là, c'est une autre affaire. Je pense que Patrice Baillet nous en parlera après. Ça nécessite une organisation, notamment en lien avec les soins de ville. Alors, est-ce qu'on peut faire de la prévention systématique ou est-ce qu'il faut envisager ça selon les modèles de la pertinence des soins avec un chemin clinique, une protocolisation des préventions d'infections de site opératoire? Autrement dit, est-ce qu'on peut accepter de faire de la chirurgie sans avoir une feuille de prévention pré-, per- et post-opératoire des ISO? Je ne sais pas si je suis le mieux placé pour répondre à cette question. Nous, en tant qu'infectiologue, et je représente ici la Société de pathologie infectieuse de langue française, c'est en termes de la façon d'utiliser les antibiotiques, on a des progrès à faire et que ça aura un impact très important non seulement sur le risque d'avoir des infections, mais aussi sur la gravité de ces infections en termes de résistance. Et on a la chance d'avoir un système de surveillance en Europe qui permet de comparer un peu le taux d'infection, les résistances et la consommation d'antibiotiques. Et ce qu'on peut voir, c'est que les pays qui consomment beaucoup trop les antibiotiques pendant trop longtemps ou à trop large spectre ont tendance à avoir des infections plus résistantes et donc beaucoup plus dures à soigner. Et ici en France, on a une situation un peu intermédiaire entre les pays du Nord, qui sont les pays vertueux, les pays scandinaves, qui utilisent juste ce qu'il faut comme antibiotiques, pas plus, et les pays du Sud qui en ont utilisé trop. La Grèce est probablement le pays un peu caricatural. Et ce que ça illustre bien, c'est que si on veut diminuer le risque d'infection, mais aussi faire en sorte que les infections restent accessibles à des antibiotiques, il faut essayer de respecter le mieux possible la partie antibioprophylaxie. Et ça, c'est quelque chose qui est bien étudié dans les enquêtes iso-raisin. Et on voit qu'on a tendance, on choisit en général assez bien la bonne molécule. Sur les posologies, c'est pas mal. Et c'est sur le côté, le moment où on fait l'injection d'antibiotiques en antibioprophylaxie et surtout la prolongation des antibiotiques, qu'on est plutôt moins bon. Et donc, je pense qu'un des messages importants, c'est d'essayer de vraiment respecter les recommandations qui viennent d'être mises à jour sur le type d'antibiotique, le moment de l'injecter et surtout la nécessité de ne pas le réinjecter. Et peut-être un deuxième message important sur le moyen de prévenir, peut-être pas les infections en soi, mais en tout cas les infections multirésistantes qu'on n'arrive pas à soigner, c'est que quand il y a des pépins en post-opératoire, notamment en ambulatoire, il est important d'organiser un accès rapide à une expertise qui permette d'éviter la prescription d'antibiotiques par le médecin généraliste, par exemple, qui va se retrouver confronté à une situation qu'il ne peut pas gérer tout seul et qui, s'il n'arrive pas à avoir un lien efficace avec l'hôpital, va avoir tendance à se sentir poussé vers la prescription d'antibiotiques qui ne réglera pas le problème, mais qui va sélectionner les résistances. Merci. Est-ce que le traitement antibiotique, on est encore dans la prévention, puis on parlera après de traitement. Est-ce que le traitement antibiotique est la seule méthode pour prévenir les ISO dans la prévention cutanée? Est-ce que vous pouvez nous parler de l'efficacité des mesures de comportement au bloc opératoire sur la prévention des ISO? Patrice. Alors, c'est vrai que le comportement au bloc opératoire, c'est aussi quelque chose d'important.
Moi, je suis d'une génération où le bloc opératoire, c'est une sorte de sanctuaire et on y rentrait sur la pointe des pieds quand on était externe. Et la cadre de santé Dragon, par définition, faisait respecter toutes les règles de comportement, d'habillage, de désinfection des mains, etc. Ces choses-là ont évolué, mais il n'empêche que les mesures de prévention restent quand même les mêmes. Il y a des règles à respecter sur l'hygiène des mains. La désinfection chirurgicale des mains par friction est la méthode la plus efficace. Donc c'est celle qui doit être privilégiée. Les règles de tenue sont également indispensables à respecter. On voit fleurir des tas, je le dis volontairement, fleurir des tas de choses assez étonnantes sur les couvre-chefs dans les blocs opératoires. Donc là aussi, il faut des éléments qui ne laissent pas passer les particules. Juste pour finir, un petit mot, c'est que dans une salle d'opération comme dans n'importe quel local, la contamination aérienne est liée au nombre de personnes qui sont dans le local et à leur agitation dans ce local. Plus on est nombreux dans un local, plus on s'agite et plus on va augmenter la contamination de l'air ambiant. Votre discipline est une discipline qui est peut-être moins exposée à la contamination aérienne que l'orthopédie, par exemple, mais l'asepsie, c'est par définition faire en sorte de ne pas amener ou d'amener le moins possible de contaminants sur la plaie opératoire et dans la plaie opératoire. Est-ce que vous avez une idée de l'efficacité de toutes ces mesures péropératoires sur la protection des ISO? C'est-à-dire le non-respect de ces règles de comportement, quelle est la part d'ISO qu'il peut entraîner, l'augmentation du risque? Encore moi qui prends la parole, désolée. En fait, dans la surveillance ISO-RESIN, on étudie un certain nombre de facteurs et le professeur Tadevin tout à l'heure parlait de l'antibioprophylaxie. On a pu montrer justement en chirurgie digestive que si l'antibioprophylaxie n'est pas conforme aux recommandations de la SFAR, eh bien, il y a un risque d'augmentation du taux d'ISO. Et ce risque est de l'ordre de 2,2. On multiplie par 2,2 le risque d'ISO si l'antibioprophylaxie n'est pas conforme. De la même façon, on a des modules complémentaires qui permettent d'évaluer la préparation cutanée de l'opéré. Alors ça se fait très peu, mais vous savez que le rasage est proscrit au moment de la préparation cutanée. On ne doit pas raser. Si on dépile, c'est avec la tondeuse. Eh bien, il y a quand même encore des équipes qui rasent. Et on a aussi montré dans ISO-RESIN qu'on multiplie le risque d'infection du site opératoire par 4 si on rase. Voilà. Donc on en est quand même à des méthodes de prévention qui restent relativement simples et de bon sens. Les méthodes de prévention sont simples et vous les connaissez tous. Maintenant, une fois qu'une infection de site opératoire s'est déclarée, comment on fait pour la traiter? Quelles sont les mesures à prendre, le diagnostic bactériologique et les traitements à mettre en œuvre? Alors, il faut savoir que la majorité des infections de site opératoire vont se déclarer après l'hospitalisation. La médiane d'hospitalisation est de 3 jours et la médiane de diagnostic des ISO est de 8-9 jours. Donc, la majorité va être diagnostiquée à l'extérieur de l'hôpital, à l'extérieur de l'établissement de santé. Et il est nécessaire de créer un lien ville-hôpital pour que, premièrement, le patient soit informé que s'il a un problème, il revienne sur le site où il a été opéré, ou s'il va voir le médecin traitant, que le médecin traitant lui-même soit informé qu'il va pouvoir facilement prendre contact avec le site où le patient a été opéré et sans délai, de façon à éviter au médecin traitant la contrainte de donner un traitement en attendant une prise en charge. Et ce traitement, ça sera inévitablement un antibiotique et c'est ce qu'il faut absolument éviter. Autant on lutte contre l'antibiothérapie de couverture, c'est-à-dire que la prévention antibiotique, c'est uniquement l'antibioprophylaxie, et il faut absolument supprimer toute antibiothérapie post-opératoire, qui est un des facteurs importants de développement des résistances bactériennes. De même, l'infection avérée ne doit pas déclencher automatiquement une antibiothérapie. La majorité des infections
ce sont des infections superficielles. Les infections d'organes, c'est 10 à 20%. Elles ont leur traitement spécifique et ça, c'est un problème chirurgical évident. Les autres infections sont accessibles à des traitements qui sont purement mécaniques, c'est-à-dire le débridement. Il faut largement ouvrir le site opératoire et traiter sans nécessairement du tout avoir un recours aux antibiotiques. On ouvre, on fait un prélèvement bactériaux, on demande un antibiogramme, mais c'est au cas où on serait amené à traiter dans un deuxième temps. L'antibiotique ne sera prescrit, comme toujours, que s'il y a des signes de diffusion, des signes de diffusion régionale, avec une lymphangite, une adénopathie, mais encore là, en appliquant les bonnes règles d'usage des antibiotiques, c'est-à-dire la règle des 3 jours, on donne un antibiotique probabiliste en attendant le résultat de l'antibiogramme, et c'est au 3e jour qu'on valide. C'est le bon antibiotique, on continuera les 5 ou 7 jours nécessaires. Ce n'est pas bon, on modifie en fonction de l'antibiogramme. Et donc, la contrainte est assez forte parce qu'il faut que nous organisions un système d'accueil suffisamment souple pour que le médecin traitant puisse envoyer le patient sur le lieu de l'établissement de santé, le lieu où il a été opéré, de façon à ce que le traitement le plus adapté puisse être réalisé. Alors, il y a une question qui est relative à la durée d'hospitalisation. Est-ce que la réduction de la surveillance chirurgicale propre du fait de la réduction de la durée d'hospitalisation est associée à une augmentation du taux d'ISO ou à un retard du diagnostic et donc une aggravation des ISO déclarés? La médiane de diagnostic, elle est à 9 jours. Et avec le développement de l'ambulatoire, il est certain que peut-être que cette médiane va se décaler. Mais cette médiane est quand même très importante parce que ça veut dire qu'au-delà de 9 jours, on aura la moitié des infections. Et la médiane d'hospitalisation est de 3 jours, ce qui veut dire qu'on a encore tous les malades entre 3 et 6 jours, et 3 et 9 jours, dans les 6 jours suivants. Si je peux commenter là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et on peut même voir le point dans l'autre sens, c'est-à-dire le fait que les patients sortent tôt, du moment qu'on peut garantir qu'ils ont les mêmes qualités d'asepsie au niveau des pansements, leur permet quand même d'éviter l'exposition à la flore nosocomiale. Donc c'est probablement plutôt bon pour les patients de partir plus tôt. Ça ne va pas augmenter le risque d'infection, mais ça va peut-être diminuer le risque que s'il y a une infection, elle soit liée à des bactéries résistantes. Mais comme l'a bien dit Martine, il faut dans ces cas-là garantir que la qualité des soins à domicile, des pansements, soit avec la même asepsie qu'à l'hôpital. Alors juste une chose, mais ça, je pense que vous en avez parfaitement conscience, la chirurgie ambulatoire est vraiment un facteur protecteur par rapport à l'ISO. On a vraiment des taux d'ISO qui sont beaucoup plus bas pour les patients qui ont été opérés en chirurgie ambulatoire que pour ceux qui ont été opérés en chirurgie traditionnelle. Une question très pratique, est-ce qu'après retour à la maison, il est nécessaire d'appliquer un pansement quotidien, ce qu'on ne fait plus dans le service d'hospitalisation? Alors, effectivement, est-ce que les soins post-opératoires sont pourvoyeurs d'ISO? Alors, en principe, le patient sort avec une plaie fermée, et donc l'étanchéité de la couverture cutanée est en général assurée au point qu'on a l'habitude de mettre un minimum de pansement le plus souvent. Donc, le fait de sortir très tôt en ambulatoire, par exemple, expose-t-il plus, on pourrait dire, ça expose plus à une porte d'entrée par la plaie opératoire? En fait, non, parce que depuis très longtemps, on essaye de ne plus mettre de pansement. Non. Mais voilà, les soins doivent être très attentifs, et peut-être dans cette période post-opératoire précoce, il faut que les patients
puissent revenir très tôt, parce que ça a un petit peu saigné, parce que ça s'est peut-être un petit peu désuni, certainement. Vigilance accrue. Est-ce qu'il y a des remarques ou des réactions Alors, on a encore 3 minutes. On avait une demi-heure, on a tout à fait utilisé notre temps. Est-ce que vous avez l'un et l'autre, chacun d'entre vous, un message à faire passer sur ce thème qui est extrêmement important, qui est vraiment un problème de santé publique? On va commencer par Madame Opé. Alors, moi, ce que je voudrais faire passer comme message, c'est qu'il existe des recommandations de bonnes pratiques, que ce soit les bonnes pratiques d'antibioprophylaxie, que ce soit les bonnes pratiques de préparation cutanée de l'opéré. Il faut respecter ces bonnes pratiques. Il faut aussi avoir un minimum de traçabilité de ces choses-là. C'est indispensable. Et puis, le docteur Christou l'a dit tout à l'heure, débrouillez-vous comme vous voulez, mais surveillez vos ISO parce que c'est pour vous un indicateur d'amélioration de la qualité. C'est-à-dire, vous mettez des choses en place avec vos équipes, ça vous permet de voir si c'est efficace ou pas. Et sans jugement, voilà, c'est pour vous. Niki. Donc du coup, je rebondis parce qu'en 2020, on va effectuer le rapport 2020 de l'AFC. Il y aura une grande enquête nationale sur toutes les infections de site opératoire. Donc par l'intermédiaire de l'AFC, vous allez recevoir des questionnaires. Donc je vous incite à y répondre fortement pour qu'on ait d'autres éléments supplémentaires qui permettent de mettre en évidence la nécessité de surveiller ces ISO et surtout d'une bonne collaboration entre nos services d'hygiène et les équipes chirurgicales. Alors moi, le message, je peux utiliser un vieux message qui a très bien marché il y a quelques années, c'est les antibiotiques, c'est pas automatique. Ça avait permis à l'époque de faire gagner beaucoup en termes de mauvais usage des antibiotiques en France et en termes de résistance. À l'époque, c'était plutôt pour les rhinopharyngites du bébé, mais je pense qu'on peut utiliser le même message pour les infections du site opératoire. On a parfois l'impression d'ajouter un plus à la prise en charge du patient si on lui rajoute quelques jours d'augmentin, et en fait c'est plutôt un moins, c'est-à-dire qu'on va sélectionner des résistances, on va le fragiliser. Donc s'il n'a pas les critères que vient de rappeler Patrice Baillet, il ne faut pas lui donner des antibiotiques au patient, même s'il a une ISO. Moi, je voudrais dire que nous regrettons de voir un certain laxisme apparaître dans les blocs opératoires sous prétexte qu'il n'y a pas d'études scientifiques, evidence-based medicine, consistant à valider certaines mesures environnementales. Et c'est du bon sens. Et ce qu'a dit Martine tout à l'heure est fondamental. C'est que nous devons ne pas être pourvoyeurs de particules, nous ne devons pas véhiculer de particules. Et il y a beaucoup de mesures très logiques qui permettent de réduire ce risque. Très bien, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup aux intervenants. Et vous êtes maintenant sensibilisés à cette question et au rapport de l'AFC pour lequel vous serez sollicités pour 2020. Merci d'être là.